Comment l'ONU va évoluer, tout va dépendre du nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, nous voyons d'autres organisations, d'autres associations comme le G20 prendre utilement, bien évidemment, mais parfois en empiétant un petit peu sur les Nations Unies, la place que celle-ci ne s'est pas toujours occupée sur la scène internationale. Rivalité entre l'ONU et le G20, non, je parlerais plutôt d'une complémentarité à trouver, en tout cas à renforcer, car il y a déjà une complémentarité existante. Donc complémentarité à renforcer. The G20 is an informal grouping of heads of state and of ministers of finance and central bank governors who get together once a year or twice a year, depending on the year, to talk about big issues that they actually want other international organizations to be working on. World Bank, World Trade Organization, IMF, OECD, some aspects of the UN system. Le problème majeur est le suivant. Le Conseil de sécurité de l'ONU, toujours représentatif France, Russie, Grande-Bretagne, Chine, États-Unis, de l'ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale, n'a pas pu être réformé depuis plus de 65 ans. Tant que ce Conseil de sécurité ne sera pas réformé, les Nations Unies ne seront plus représentatives de l'ordre mondial de ce début du XXIe siècle. I think the economic crisis, which was most acute in 2008-2009, has left us in a moment of great uncertainty internationally. It has accelerated the rise of emerging powers like China, like India, like Brazil, like South Africa, which is a real power in Africa. And it has, if anything, accelerated the relative, not decline, but loss of weight in the wider international system of Western countries. When Canada's clocking in 2.5% growth rates, and we're quite grateful for that, and Africa is bumping up around 6 to 7%, we realize that something fundamental has changed. Nous avons un G20 qui s'est mis en place, qui est une très bonne chose, mais qui, par justement la force des choses, prend un petit peu la place de l'ONU dans différents secteurs. Nous avons des pays pauvres ou en développement qui ne sont évidemment pas représentés dans ce G20, ce qui est normal, et qui ne se sentent pas non plus représentés à l'ONU dû au manque de réforme du Conseil de sécurité. Donc ces pays-là se tournent non plus vers l'ONU, mais pour dialoguer avec le G20 qui a tendance à devenir le nouveau centre de gravité du pouvoir mondial, se tournent vers les ensembles régionaux qui leur semblent être des plateformes plus efficaces pour dialoguer avec ce G20, ce directoire mondial entre guillemets. Aujourd'hui, si l'ONU veut demeurer, si nous voulons préserver ce rêve d'un embryon de parlement d'humanité démocratique, représentant en tout cas toutes les nations, quelles qu'elles soient, l'ONU doit impérativement se réformer. Donc l'ONU va évidemment continuer à exister, mais si l'ONU veut continuer d'exercer une influence politique, morale sur la planète, ses acteurs et les dirigeants qui composent les États membres doivent absolument réformer l'organisation. Les principaux enjeux, problèmes mondiaux que l'ONU devrait traiter, évidemment il y a les problèmes, je dirais, quotidiens, paix, développement, sécurité, droits de l'homme, etc., on en a parlé, santé, etc. Donc l'ONU a déjà tellement de choses en chantier, liées au développement, à la faim dans le monde, etc. Non, la priorité des priorités est que l'ONU puisse survivre à l'ordre mondial qui se met en place. Donc l'ONU doit impérativement se réformer. Si l'ONU n'est pas réformée, nous aurons dans 10 ou 15 ans une super agence humanitaire avec des agences comme l'UNICEF, comme l'UNESCO qui sont très très bien. Mais voilà, nous aurons perdu le rêve né après la Première Guerre mondiale avec la SDN, d'une organisation supranationale représentative de tous les États, quels qu'ils soient, démocratiques, non démocratiques, peu importe, mais donnant une voix égale à tous les États de la Terre au profit d'organisations importantes, mais représentatives uniquement de groupes économiques ou régionaux. Actually, there for once I disagree with Romuald. The UN should only exist if it's useful. We concluded, by the way, tonight's conference that in, I think, agreeing all of us that the UN is useful in a number of ways.
But if it ceased being useful, I'd be delighted to see it disappear with its vast bureaucracy and all the rest of it. So I think the issues that matter for the UN are first and foremost what it was created to do. If you read the Charter, the opening lines are about the prevention of war. Secondly, I think the fight against poverty, the fight for development, the UN has made major contributions, including major intellectual contributions. How do we conceptualize the fight against poverty? What specifically do we need to do to fight poverty? What can only be done at the national or the local level? What can be done at the international level? The fight against climate change. Or, more realistically, how are we going to adapt to the climate change that's occurring? Human rights remain tremendously important. The international human rights system is anchored in the UN. The fact that human rights are universally promoted is tremendously important. The fact that you're in jail in some horrid country with a terrible president who's been in power for 30 years, who salted away all the money in Switzerland. One of the things you can actually do is write a letter to the UN in Geneva, and somebody's going to take an interest in your case. Not bad. But frankly, the UN may cease to be useful one day. In fact, I expect it will, because in aging, most of us become less useful. So I wouldn't be at all sorry to see it disappear, but only because it's no longer useful and something more useful has been created.